Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire. Je vais me présenter, je suis Ken Pérez, chef de projet Belk. Et juste pour être sûr que vous êtes bien dans le bon webinaire, je vous rappelle le titre de ce webinaire. Donc, il s'intitule DILF, DELF, DALF, TCF, des certifications aux multiples enjeux. Donc, moi, j'interviens en préambule juste pour vous donner quelques informations pratiques. Comme vous pouvez le voir, en fait, sur la droite de votre écran, vous avez plusieurs outils, en fait, pour communiquer durant ce webinaire. Vous avez ainsi la possibilité d'utiliser un chat pour saluer, discuter, commenter, etc. Vous avez aussi la possibilité de poser des questions aux intervenants tout au long de ce webinaire. Et donc, c'est assez important de faire cette distinction parce que, en fait, vu le nombre de participants que vous êtes, et pour éviter que les questions se perdent dans le flux des interactions, donc on vous demande d'aller spécifiquement poser des questions sur cet outil de questions pour qu'on puisse les retrouver, les sélectionner et y répondre plus simplement. Voilà. Et enfin, à côté de cet outil de questions, vous avez l'outil sondage dans lequel nous avons d'ailleurs mis un petit sondage très simple. Voilà, donc vous pouvez aller voir, on vous demande notamment quelle est votre fonction et vous pouvez aller voter, cliquer sur ce petit sondage très simplement, histoire que nous, on ait une représentation plus simple de qui est présent parmi nous. Voilà. Donc sinon, autre information, en termes de temporalité, donc ce webinaire va se dérouler en deux temps. Vous aurez donc une première partie où notre intervenant principal exposera sa présentation, puis nous passerons dans une seconde partie à la partie des questions-réponses justement. Et donc, je vous rappelle ces fameux outils où vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête, voilà, et auxquelles nous répondrons avec plaisir. Et donc voilà, donc c'est très très simple en termes d'informations générales. Maintenant, je vais évidemment me taire et vous laisser en très bonne compagnie avec les personnes qui sont à mes côtés. Et donc, je vous présente Romain Chrétien, qui est responsable communication et promotion au sein du département des certifications de France Éducation Internationale. Et sans oublier évidemment Stéphane Alati, qui va l'aider à la modération notamment et qui est ingénieur pédagogique au bureau des tests TCF et Evalang, un bureau qui est d'ailleurs dans le même département des certifications. Voilà, donc je vous remercie à toutes et à tous et puis, chers collègues, c'est à vous. Merci. Bonjour Ken et bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreuses et nombreux à vous connecter en ce moment. Bienvenue dans ce webinaire à l'horaire parfait, j'ai envie de dire, parce que je vois des salutations de différents continents. Donc, c'est très sympa de voir des collègues connectés aussi bien du continent américain qu'asiatique, européen et bien ailleurs dans le monde. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, voilà, je suis Romain Chrétien. Effectivement, je travaille au département évaluation et certification. L'objet de ce webinaire va être d'évoquer les certifications de français langue étrangère, le DILF, le DELF, le DALF et le TCF. Donc, comme l'expliquait Ken, je vais vous amener un certain propos, des informations assez générales. On évoquera bien évidemment aussi l'actualité très riche en ce moment autour des certifications. Et puis, l'objectif sera aussi de répondre à vos questions, puisque le webinaire veut aussi que c'est un exercice d'interaction. Donc, même si vous ne pouvez pas activer le micro et on ne peut pas profiter de vos voix, on pourra au moins vous lire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On y reviendra dessus à la toute fin. Et pour cela, je remercie d'ores et déjà Stéphane de m'aider sur la gestion des questions. Alors, j'ai forcément une petite présentation à vous partager pour soutenir mon discours. Ce sera plus sympathique, je pense, que vous voyez apparaître voilà, des diapositives en plus de me voir. Donc, les certifications de français langue étrangère, quels enjeux? Alors, pourquoi cette question? Parce que, si vous le voulez, les certifications de français langue étrangère, on en parle énormément, on en parle de plus en plus, à différents niveaux, à des niveaux pédagogiques, à des niveaux politiques. On y voit de véritables attraits dans les certifications. On peut aussi ressentir une forme d'indifférence, quand ce n'est pas parfois de la répulsion, on pourra en parler à la fin, mais en tout cas, les avis sont très tranchés. On peut très bien entendre des personnes qui vantent les mérites d'une certification. Quand je dis des personnes, ce sont des enseignants essentiellement. D'autres enseignants qui comprennent un petit peu moins ou qui ont plus de difficultés à expliquer tout l'intérêt d'une certification de langue française.
On va revenir sur ces différents points-là. Bien évidemment, l'objectif de mon propos ne va pas être de vous convaincre de l'utilité des certifications. Vous l'êtes déjà peut-être, je l'espère, mais en tout cas, ce sera vous proposer plutôt d'observer les certifications du point de vue des institutions et peut-être aussi du point de vue des apprenants eux-mêmes, vous aider à prendre conscience de ce que signifie être titulaire d'une certification de français langue étrangère. Et donc, à la toute fin, je le répète, on abordera bien évidemment les projets en cours et l'actualité. Donc, je défile les diapositives, j'espère que vous voyez bien. Je vais vous proposer une présentation assez rapide en 3 points, puisqu'on abordera les certifications d'un point de vue plutôt politique. Et là, j'ose utiliser le terme instrument. Alors, ça n'est pas forcément pour être négatif, hein, mais instrument, c'est aussi quelque chose qui apporte un bénéfice pour une catégorie de personnes. Donc, on verra quels sont les bénéfices d'utiliser les certifications dans un contexte d'ordre politique. Et puis, on abordera bien évidemment le point de vue pédagogique. Si vous êtes majoritairement des enseignants connectés, vous serez particulièrement intéressés par cette partie, bien évidemment, et là aussi, vous pourrez réagir. Et puis, enfin, alors des pièces administratives pour utiliser un lexique administratif français très froid, mais aussi très réel, puisque l'instrument politique, l'instrumentalisation politique des certifications ou le fait de les utiliser à but pédagogique va en faire une pièce, donc un outil d'ordre administratif, et j'expliquerai tout cela un petit peu plus loin. Alors, j'ai tout de même une petite introduction à vous proposer pour recontextualiser le tout, pour accorder nos violons. Alors, vous connaissez, j'imagine, France Éducation Internationale. Vous êtes aujourd'hui présent dans le cadre de ce webinaire. France Éducation Internationale est un opérateur donc public sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, et France Éducation Internationale est en charge des certifications pour le ministère depuis les années 80, donc un peu plus de 35 années d'expertise. Ces missions sont diverses et je serai très bref là-dessus, je vous les ai listées. Les missions principales de France Éducation Internationale sont de contribuer à une éducation et une formation de qualité pour tous dans le monde, favoriser le partage de bonnes pratiques entre les systèmes éducatifs français et internationaux, et puis soutenir la diffusion de la langue française dans le monde en améliorant la qualité de l'enseignement du et en français, et aussi en certifiant les compétences acquises. C'est important de rappeler ces différentes missions-là, puisque tout ce que nous allons proposer autour des certifications, bien évidemment, se rattache à nos missions et donc aussi aux valeurs de l'établissement. Une gamme assez importante en termes de certification, vous les avez dans le titre, DILF, DELF, DALF, TCF. Là aussi, je pense qu'il faut qu'on y passe une petite minute pour vous rappeler toute cette palette de certifications, 13 au total, avec d'un côté des diplômes et d'un autre côté des tests. Les diplômes sont différents en fonction du public à qui ils s'adressent. Donc, vous avez le diplôme initial de langue française. J'en parlerai assez peu parce que le DILF est uniquement diffusé pour l'instant en France et il évalue le premier niveau, le niveau A1.1. Le diplôme que vous connaissez le mieux, c'est le DELF, le diplôme d'études en langue française, puisque là, il est diffusé en France et à l'international. On a un DELF pour les adultes, qui va évaluer 4 niveaux, A1, A2, B1, B2, un DELF pour les adolescents sur les 4 mêmes niveaux, que nous allons appeler un DELF junior ou un DELF scolaire, selon le contexte dans lequel s'inscrit l'adolescent. Un DELF pour les enfants, nous évaluerons à ce moment-là 3 niveaux, les 3 niveaux élémentaires, A1.1, A1 et A2, et puis un DELF pour le milieu professionnel, le DELF Pro, avec 4 niveaux. Dernier diplôme que vous connaissez également, c'est le DALF, le diplôme approfondi de langue française, qui évalue cette fois-ci les niveaux C1 et C2. Des diplômes largement diffusés, en 2019, plus de 500 000 inscrits dans les différentes sessions, 173 pays proposent les sessions des diplômes, 1200 centres d'examen. Je ne mentionne pas les lieux de passation qui se comptent par milliers au travers le monde. 520 000 candidats en 2019, ce qui fait de cette certification DELF-DALF la première
certification pour la langue française. 520 000, donc je vous ai donné, vous le comprenez, le chiffre de 2019, et vous me direz, mais en 2020, que s'est-il passé? Bien évidemment, impact de la crise sanitaire, le DELF et le DALF a perdu la moitié de ses candidats, puisque beaucoup de sessions ont été annulées ou reportées dans les différents pays, donc moitié moins de candidats en 2020. Si c'est un sujet qui vous intéresse, on y reviendra à la toute fin. Et puis, autre gamme de certification, les tests, cette fois-ci. Les tests, vous en avez plusieurs. Enfin, un test que nous appelons le test de connaissance du français, qui se décline en plusieurs tests. Un test d'une version que nous appelons tout public, qui s'adresse essentiellement à des adultes. Et vous verrez un petit peu plus loin ce qu'on en fait véritablement de ce TCF tout public. Un TCF pour demander la nationalité française. Un TCF, cette fois-ci, pour demander une carte de résident en France. Un TCF qui tend à disparaître, c'est un TCF qui s'appelait TCF pour la demande d'admission préalable à l'université, un TCF DAP, et puis un TCF Canada et un TCF Québec pour les projets de migration dans les provinces canadiennes ou au Québec. En 2019, un peu plus de 170 000 candidats étaient inscrits aux sessions du TCF. En 2020, il y a eu un petit peu moins de 20% de perte de candidats aux sessions du TCF parce que les projets des candidats ont continué et les centres se sont mobilisés pour proposer de nouvelles sessions dès que la situation sanitaire était un petit peu plus calme. Alors, différence entre diplôme et test, vous la connaissez peut-être, elle porte notamment sur la durée de validité, puisqu'un diplôme, au même titre qu'un baccalauréat ou un diplôme universitaire, n'a pas de date de fin de validité, donc le DELF est valable à vie. Le TCF, c'est un test qui a donc une durée de validité de 2 ans. Le TCF, on va évaluer différentes compétences dans différentes activités langagières et on vous attribuera un des niveaux du cadre européen sur chacune des compétences évaluées et un score général, score global. Le DELF, lui, va venir valider quelque chose, un niveau, puisque le candidat s'inscrit à un niveau du DELF qu'il possède déjà normalement. Je suis assez rapide là-dessus, puisque l'objectif n'étant pas d'insister sur les certifications, leur définition. Des certifications alors à la qualité reconnue, puisqu'il y a deux normes, 2 labels dont nous sommes titulaires. D'abord la norme ISO 9001, c'est une norme qui est délivrée au milieu privé comme au milieu public, dans les entreprises, dans les établissements, une norme ISO qui permet de reconnaître, la 9001, les efforts en termes de suivi, de distribution, de conception et de réponse à la clientèle, excusez-moi du terme, pour adapter le produit aux besoins. Donc, le département évaluation et certification de France Éducation Internationale est titulaire de cette norme, puisque nous travaillons avec des processus très clairement définis. Et notre objectif en tant qu'opérateur public, vous voyez que ça fait sens avec nos missions, est véritablement de répondre aux besoins du grand public. Donc, nous écoutons les besoins d'une part des institutions et d'autre part des candidats, donc des apprenants de français, sur leurs besoins, sur ce qu'ils souhaitent faire de nos certifications et nous adaptons au mieux nos certifications aux besoins. Le label, cette fois-ci, c'est un label qui va davantage porter sur les épreuves, sur le format, le contenu de nos sujets d'examen et de test. C'est le label QMark qui est délivré par l'association européenne ALTE, l'association qui s'engage à vérifier que les organismes certificateurs respectent les principes du Conseil de l'Europe et donc aussi du cadre européen. Et le label QMark que nous avons pour les diplômes et les tests garantit que nous respectons les principes du cadre et que surtout nous répondons à 17 critères de qualité définis par ALTE, des critères de qualité pour répondre encore une fois en termes de niveau par exemple et faire en sorte que lorsqu'on attribue un diplôme DELF B1 à quelqu'un, on s'assure que cette personne possède bien des compétences en B1. Donc des certifications qui sont fiables, c'est-à-dire qu'elles évaluent bien ce qu'elles sont censées évaluer. Je serai bref là-dessus, puisqu'on pourrait faire toute une intervention sur cette notion de fiabilité. Ce n'est pas le propos du jour.
Alors, des instruments politiques, je le disais, je n'ai pas peur de l'expression, puisque, je l'ai rappelé en introduction, France Éducation, en tant qu'opérateur public, va répondre à un besoin de l'État français et inscrire donc les certifications comme un service public. Alors, premier instrument politique, vous le comprendrez très rapidement, c'est l'application des principes du CECRL, Cadre européen commun de référence pour les langues, donc voulu par le Conseil de l'Europe, puisque ce cadre européen, en fait, nous permet de construire des outils en termes d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation. Donc, les certifications que nous proposons sont des outils qui permettent de concrétiser la politique souhaitée du Conseil de l'Europe en termes d'évaluation et donc de maîtrise des langues étrangères au sein de l'Europe. Je pense que là-dessus, c'est assez clair. Je serai rapide encore une fois. En revanche, à différents niveaux de notre État français, les certifications sont nécessaires. Alors, elles sont d'abord nécessaires pour notre ministère de tutelle, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et des sports, puisque ce sont des diplômes d'État pour le DILF-DELF-DALF et des tests qui sont encadrés par des textes réglementaires nécessaires parce qu'elles valident, elles reconnaissent des compétences acquises au cours d'un parcours d'apprentissage. Donc, c'est un diplôme ou même avec la même définition qu'un diplôme type baccalauréat ou autre. Mais ce n'est pas qu'utile à notre ministère de l'Éducation nationale. C'est bien évidemment utile aussi et surtout à notre ministère de l'Enseignement supérieur. Pour faire un petit peu d'histoire, le DELF et le DALF, lorsqu'ils ont été créés en 1985, ces certifications ont été créées avec le soutien, bien évidemment, du milieu universitaire, avec même le milieu universitaire, si ce n'est voulu par le milieu universitaire. Donc, notre ministère actuel a pris part à la création de ces certifications et utilise aujourd'hui aussi bien le DELF, le DALF et le TCF comme des outils d'intégration des étudiants étrangers, puisque pour garantir leur bonne intégration dans les différentes filières des universités françaises et puis une intégration aussi facilitée dans la vie française, on attend de ces étudiants qu'ils aient un certain niveau de langue française. Alors, le niveau va varier selon l'université. On entend très régulièrement que le niveau B2 est le niveau à atteindre pour pouvoir intégrer l'université en France. C'est une moyenne, c'est encore vrai aujourd'hui, mais c'est à affiner selon les cas de figure, selon les individus, selon les universités et selon les filières, puisque parfois avec un DELF B1 ou un TCF niveau B1, on peut avoir accès à une filière, ou parfois on nous demande un C1 ou un C2. Donc, notre ministère de l'Enseignement supérieur est bien évidemment partenaire et premier partenaire de France Éducation pour ces certifications. Notre ministère de l'Intérieur également a fait, entre guillemets, de nos certifications un instrument politique parce que le DILF, le DELF, le DALF et le TCF sont des certifications utilisées par les services préfectoraux et indirectement donc le ministère de l'Intérieur pour reconnaître, accueillir les migrants et leur transmettre les papiers, les documents dont ils auraient besoin, comme une carte de résident. Donc nous collaborons de manière très très proche avec le ministère de l'Intérieur qui a des politiques et qui applique les politiques du gouvernement actuel ou passé. Et au travers de ces politiques, ils ont besoin donc d'un certain nombre d'outils, dont des certifications de langue française. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, donc si vous êtes à l'étranger, vous comprendrez tout de suite ce à quoi je fais référence. Le DELF, le DALF notamment, et le TCF aussi, même si la gestion est un petit peu différente, puisque le TCF va relever directement de la gestion de France Éducation internationale, alors que le DELF et le DALF, c'est une gestion mutuelle, partagée entre notre établissement et les ambassades de France dans les pays. Nos certifications relèvent aujourd'hui de ce qu'on appelle la diplomatie d'influence, notamment en termes de coopération éducative et linguistique, puisqu'aujourd'hui, enseigner le français est une politique assumée et revendiquée et très importante pour le gouvernement, et les certifications s'inscrivent dans cette démarche. J'y reviendrai un petit peu après, mais bien évidemment, aujourd'hui, les certifications font partie des outils du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et d'ailleurs, le ministère, avec son réseau diplomatique, nous aide à diffuser et à faciliter l'accès à ces diplômes français à l'étranger.
Le ministère du Travail et de l'Emploi, aussi bien évidemment un partenaire important, puisque le ministère du Travail va reconnaître de plus en plus les certifications de langue française. Je peux citer un exemple très, très récent, c'est la reconnaissance, enfin j'ai envie de dire, la reconnaissance professionnelle des compétences en langue, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques années. Donc aujourd'hui, une personne qui ne serait pas francophone de langue maternelle peut faire reconnaître son niveau de langue française dans le milieu professionnel, parce que les certifications sont inscrites à ce qu'on appelle un registre national des certifications, avec la mise en place de France Compétences en France, ce qui fait qu'aujourd'hui, une personne, par exemple de nationalité étrangère, mais complètement installée en France, peut faire valider son niveau de langue française par une certification et faire reconnaître cela par son employeur en France. Tout cela se fait donc avec l'aide du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Et puis un petit dernier à ne pas oublier aussi, c'est le ministère de la Culture, bien évidemment, avec lequel nous travaillons également, puisque le ministère de la Culture est en charge de la définition des politiques linguistiques en France. Et au ministère de la Culture, il y a notamment la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, DGLF-LF, donc en charge de la politique linguistique, et avec lequel nous avons par exemple réfléchi à la mise en place du niveau A1.1 du DILF en France. On a créé ensemble un référentiel des premiers acquis en langue française nécessaires à une vie quotidienne et sociale aussi, une vie sociale sur le territoire français. Et puis le ministère de la Culture aussi est en charge des écoles d'architecture en France. Donc par exemple le TCF pour la demande d'admission préalable en France est un instrument essentiel pour le ministère de la Culture et son réseau d'établissements des écoles d'architecture. Vous le voyez, vous le comprenez ici, des outils largement utilisés par les différents ministères. La finalité de tout ça, finalement, est de permettre, la finalité disons que l'objectif que nos ministères ont à utiliser nos certifications est de mettre en place un outil qui va permettre de reconnaître de manière objective et officielle en même temps des compétences de langue française. Je le disais, l'exemple de la reconnaissance du niveau de langue française en milieu professionnel, c'est une forme de valorisation des compétences, donc valorisation aussi des individus. Et puis, le fait que nous collaborons avec les différents ministères, ça permet de diffuser un instrument qui existe avec des critères et qui devient une forme de critères juste et équitable pour toutes les personnes qui mettent en place des dossiers auprès de ces différents ministères, que ces personnes soient françaises, installées en France ou étrangères ou à l'étranger. Des outils pédagogiques, sans transition, passons d'un domaine à un autre. Alors, j'ai parlé déjà du cadre européen. Oui, les certifications que nous mettons en place mettent en application les grands principes du cadre européen. Je parle de l'échelle de niveau, je parle de la perspective actionnelle, je parle de l'évaluation positive. Si vous avez déjà feuilleté des exemples de sujets du DELF ou des livrets exemples du TCF sur notre site internet, vous verrez que nous valorisons absolument, nous mettons en place la perspective actionnelle. Donc, on essaye de placer notre candidat dans une situation la plus réelle possible, même si elle reste superficielle puisque nous restons en contexte d'examen. Mais nous créons une situation, nous créons une tâche à accomplir et on essaye de positionner notre candidat comme s'il se trouvait demain en situation réelle en France. L'échelle de niveau, je n'y reviens pas, avec les 6 niveaux principaux et puis le A1.1 aussi, qui est largement redéfini dans le volume complémentaire publié en 2018 par le Conseil de l'Europe, à un niveau que nous avions défini déjà par le passé et que nous continuons de valoriser aussi bien auprès des enfants que des adultes en France. Et puis la valorisation des acquis, puisque le DELF, tout comme le TCF, va s'appuyer sur la reconnaissance des acquis, donc à partir d'une évaluation d'ordre positif. Pour les apprenants, un outil qui leur sera essentiel à différents degrés. Alors, la certification va être une véritable illustration. Ça peut servir d'illustration. Ça peut permettre aux candidats de comprendre ce que sont les niveaux, les attentes derrière les différents niveaux du cadre européen.
Ça peut leur permettre aussi d'appréhender la distinction entre les différents critères d'évaluation et donc de repérer aussi leurs points forts, les points aussi sur lesquels travailler, puisque dans nos certifications, il y a une double évaluation entre le format du discours et puis le contenu du discours, donc ce qui est plutôt d'ordre pragmatique de ce qui est linguistique. À cela, vous ajoutez les activités langagières de compréhension, de production et d'interaction. Avec tout ça, le candidat, au final, avec sa certification, donc son attestation ou son diplôme, aura une visibilité sur ce qu'il possède en termes de compétences, si je peux le dire ainsi. C'est un outil pédagogique aussi qui va valider un parcours, donc qui va venir reconnaître l'apprentissage qu'il a reçu, l'enseignement dont il a été destinataire, et puis une forme aussi de valider un petit peu le programme du cours par quelque chose de plus objectif et d'extérieur. Un outil d'ordre pédagogique aussi pour les enseignants, parce que, alors, à différents niveaux, et on y reviendra peut-être tout à l'heure avec vos questions, l'intérêt de la certification pour certaines structures, voire certains enseignants, se fait, à mon sens, à différents degrés. D'abord, il y a les enseignants qui vont trouver dans la certification une forme de motivation. Alors, on ne va pas forcément positionner la certification comme l'objectif. Heureusement, hein, tout le monde n'apprend pas une langue étrangère pour obtenir la certification. C'est malheureusement de plus en plus le cas, malheureusement ou fort heureusement, parce que ça montre bien qu'il y a une vraie plus-value à apprendre une langue étrangère. Mais heureusement, encore aujourd'hui, ce n'est pas toujours un objectif. Il n'empêche qu'on entend régulièrement des discours des enseignants, notamment des enseignants auprès des plus jeunes, le public adolescent, entre autres, qui n'est pas un public évident. La certification peut être inscrite comme une forme de motivation au quotidien, avec des activités de préparation au DELF qui peuvent être utilisées comme des activités d'auto-évaluation ou des activités de bilan. Et en fait, de manière cachée, on les prépare à l'examen final, ou une motivation finale, parce que à la fin, il y a une certification qui vient clôturer ce parcours, reconnaître le travail effectué, et puis c'est une reconnaissance aussi bien institutionnelle, donc par l'école. Parfois, il y a des cérémonies de remise des diplômes, et ça fait toujours plaisir aux plus jeunes. Et puis, c'est aussi une reconnaissance des parents. Oui, je sais que des parents, dans certains pays, certaines cultures, sont très attachés au diplôme. Il y a une vraie culture du diplôme parfois, et que lorsque un jeune, très jeune, un enfant ou un adolescent obtient un diplôme à la fin de son parcours, à la fin du collège, à la fin du lycée par exemple, c'est quelque chose qui est vraiment apprécié aussi des parents, donc au-delà du cadre institutionnel. Et puis, mise en adéquation qui est un petit peu nécessaire parfois, c'est vrai que les enseignants peuvent se perdre en repères. Parfois, alors qu'on soit en Europe ou pas, et en général, quand on ne l'est pas, c'est encore plus compliqué, on évoque le cadre européen comme une référence pour les langues, mais je ne suis pas en Europe, mais il faut quand même que je le comprenne et que je le connaisse. Il y a parfois des programmes qui sont aussi imposés sur un plan national dans le pays dans lequel vous êtes, parfois des programmes ou des objectifs qui sont même internes à votre établissement. On vous impose en plus par-dessus un manuel pour enseigner le français, qui a son propre sommaire et ses propres objectifs linguistiques, de communication et autres. Et donc, l'enseignant se retrouve avec une multitude de plans d'action et d'objectifs, et il est assez simple, malheureusement, de perdre un petit peu ses repères et de perdre de vue aussi les compétences à transmettre à ses apprenants. La certification, puisqu'elle est absolument construite à partir des niveaux du cadre, à partir de référentiels bien définis sur chacun des niveaux, la certification peut-être va permettre à l'enseignant de ne pas trop s'écarter des attentes qui sont requises, j'ai envie de dire, par une politique plus générale qui est européenne dans ce cas-là, et de viser à chaque fois le bon niveau et donc les bonnes compétences à transmettre.
Et puis, c'est le petit point que je mettais à la toute fin ici, vous le voyez un petit peu en gras, parce qu'il faut aussi le dire, c'est que les certifications vont permettre aussi d'accompagner les enseignants dans leur processus de formation à différents niveaux. Ça, c'est la plus-value. Et c'est pour cela que, aussi bien à notre niveau France Éducation Internationale qu'au niveau des ambassades de France, des services de coopération éducative et linguistique en général, il y a une vraie politique de diffusion de la certification parce qu'aujourd'hui, on en est convaincu, on a des preuves, de multiples preuves, pour dire que lorsqu'une certification est mise en place un des impacts vraiment positifs, c'est qu'il y a une nécessité de formation en arrière-plan. Alors, une formation sur plusieurs niveaux, une formation qui peut être au cadre européen commun de référence pour les langues. Donc, les enseignants doivent connaître un petit peu les principes du cadre et puis aussi l'échelle de niveau. Une formation aussi peut être d'ordre de l'évaluation, donc comprendre en quoi c'est important d'évaluer, comment on évalue, qu'est-ce que c'est l'évaluation positive. Et puis, ça peut aller encore beaucoup plus loin, puisque des enseignants peuvent même suivre des formations pour devenir examinateurs, correcteurs du DELF et du DALF, donc prendre part à la mise en place et à la correction des examens du DELF-DALF. On peut aussi se former à devenir examinateur pour le TCF. Donc, c'est une vraie montée en compétences. Et puis, alors, de manière indirecte aussi, ça peut imposer parfois des formations d'ordre linguistique. Lorsque des enseignants de FLE ont quelques pistes, quelques points faibles, difficultés, on va appeler ça des difficultés, sur des aspects d'ordre phonétique ou autre, on peut aussi travailler leur niveau linguistique parce que à terme, pour être examinateur-correcteur, prendre part donc à la correction des examens et des tests, il faut avoir un certain niveau de langue française, bien évidemment, c'est dans nos prérequis. Donc, l'enseignant va devoir aussi travailler son niveau linguistique, plus une formation peut-être au cadre, plus une formation du coup à l'habilitation d'examinateur-correcteur. Bref, différentes séquences qui font que l'enseignant se retrouve en situation bien de développer, d'améliorer ses compétences. On le mesure aujourd'hui, on en est témoin, on le dit, ça se dit fort heureusement, et c'est une vraie plus-value, il me semble, aujourd'hui des certifications. Et puis, alors je n'aborde pas, c'est peut-être vous qui le direz plus tard, mais qui dit aussi monter en compétences et accès aux certifications, donc à une session par exemple, si je suis surveillant ou si je suis examinateur-correcteur, c'est aussi une activité nouvelle à valoriser, parfois attendue par des employeurs, si les enseignants souhaitent changer d'emploi, voire même parfois un petit bonus sur le salaire lorsqu'il y a rémunération pour les sessions d'examen. Donc, vous le voyez ici, la finalité d'en faire des outils pédagogiques du quotidien, aussi bien pour les apprenants que pour les enseignants, c'est finalement permettre une montée en compétences d'abord des enseignants de FLE, et puis aussi d'accompagner les apprenants, de les rassurer, parce qu'on leur garantit que ce dont ils sont clients, donc l'enseignement qu'ils reçoivent, est adapté à des normes d'ordre international ou voire européen. Et tout cela va permettre ensuite une meilleure reconnaissance des efforts de chacun. Des pièces, alors pièces administratives, et oui, j'ai utilisé ce terme pièces parce que là, je vous l'ai cité déjà tout à l'heure en faisant la liste des ministères qui utilisent les certifications. On est dans le cadre de dossiers administratifs et c'est le lexique utilisé, les pièces à fournir dans le cadre d'un dossier. Alors, de plus en plus, on demande une certification de langue étrangère et de langue française dans certains cas. Alors, quel cas une certification, pourquoi? Alors, je ne reviendrai pas sur... voilà, pardon, la petite animation. Je ne reviendrai pas sur encore une fois, sur toute la politique qui a encadré la mise en place du cadre européen commun de référence pour les langues, mais bien évidemment, l'objectif de tout ça, de ce cadre, donc du Conseil de l'Europe, de nos certifications, des programmes d'enseignement harmonisés d'un pays à l'autre. L'objectif de tout ça, c'est de faire en sorte que les individus, alors d'abord européens, soient en mesure de se déplacer et en se déplaçant, surtout en mesure de communiquer. Parce que quand je communique, je m'enrichis, j'apprends de l'autre, je partage, je m'enrichis, on s'enrichit mutuellement et donc tout le monde en sort grandi. C'est l'objectif.
La certification, c'est un petit peu tout ça. La certification a pour objectif de faciliter l'accès à une meilleure vie grâce alors à un meilleur emploi, un meilleur salaire, grâce à un diplôme universitaire. Et là, j'en fais la liste. Hein. Donc, je mets mon diplôme DELF-DALF ou je mets mon test TCF dans ma valise parce que ça va me permettre d'accéder à l'université française plus facilement, en tout cas. Ça va me permettre de demander la nationalité française. Alors attention, parfois il y a des petits raccourcis et puis des fausses rumeurs courent sur les réseaux sociaux. Ça n'est pas parce que l'apprenant est titulaire d'un TCF d'accès à la nationalité française qu'il obtiendra la nationalité française. C'est un document parmi d'autres, bien évidemment, mais c'est un prérequis. Et le niveau prérequis, je le mentionne, c'est le niveau B1 pour faire sa demande de nationalité française. Une certification donc, pour demander une carte de résident en France. Donc là aussi, c'est dans le cadre d'un dossier, c'est une pièce parmi d'autres, mais une pièce essentielle. Et on attendra à ce moment-là du candidat qu'il obtienne le niveau A1 ou A2 selon son dossier de demande et la durée du titre de séjour qu'il souhaite obtenir. Une certification pour trouver un emploi. Alors là aussi, les données que nous avons sont, je dirais, un petit peu moins floues, mais on est en train de les rassembler et on a une vision un petit peu plus précise de la chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en mesure de dire que le DELF, le DALF, le TCF sont reconnus et utilisés de plus en plus par les entreprises et les employeurs pour valider, pour reconnaître. Alors, il y a quelques exemples en France et puis des exemples aussi à l'étranger où des employeurs qui offrent de la formation en langue française attendent de leurs employés qu'ils valident leur apprentissage par une certification. Et la certification, une fois obtenue, donnera accès à une prime ou un meilleur salaire, voire parfois aussi à un meilleur emploi. Accéder à un meilleur emploi, je l'ai dit. Obtenir une revalorisation salariale, c'est la même chose. Je l'ai mentionné, on a quelques exemples dans certains pays. Alors, la certification va permettre de valider un diplôme du secondaire ou de l'université. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est l'exemple de la certification, donc le diplôme DELF scolaire. Le DELF scolaire donc, est un diplôme mis en place autour d'une convention qui est en général signée par les services de l'ambassade de France du pays et par les institutions éducatives locales qui va inscrire le DELF dans le système éducatif local. Alors, à deux niveaux, soit on va inscrire donc, le DELF scolaire comme une option, c'est-à-dire que l'élève du pays inscrit dans le système va pouvoir passer un DELF qui lui sera peut-être offert ou à coût très réduit par son gouvernement ou par son école, par les autorités locales. Ou alors, beaucoup plus loin, un DELF qui est véritablement inscrit et qui va venir remplacer un examen. L'exemple qu'on cite régulièrement, c'est certains Länder en Allemagne qui ont utilisé le DELF, qui utilisent au présent le DELF à la place d'un examen local de français. Donc, les élèves, en fin d'année, passent le DELF et le DELF, la note du DELF, le résultat au DELF va être utilisé pour valider et donc finaliser l'obtention du diplôme scolaire de l'élève. C'est aussi le cas dans beaucoup d'universités à l'étranger parce que le DELF et le DALF, même si c'est un diplôme de l'État français, les politiques et la gestion du DELF veut aussi que le DELF soit utilisé localement, pleinement. Il est à disposition des différents systèmes éducatifs et universitaires. Et dans plusieurs pays, des universités inscrivent le DELF comme le diplôme de langue étrangère à obtenir pour valider sa licence ou son master ou autre. Une certification pour immigrer dans une province au Canada ou au Québec également, c'est une pièce nécessaire au dossier. Donc attention, encore une fois, un titulaire du TCF Canada ou du TCF Québec, cela ne signifie pas que la porte lui est ouverte pleinement du Canada, mais en tout cas, ça l'entrouve et en complément des autres pièces, ça pourra lui permettre de concrétiser son projet qui serait un projet d'installation à but professionnel ou personnel sur le territoire canadien. Un autre exemple aussi pour le milieu professionnel ou pour les enseignants, dans un pays qui est par exemple le Mexique, qui a mis en place la VAE, la validation des acquis et de l'expérience. Les enseignants de FLE qui n'ont pas forcément de master FLE et qui sont des enseignants FLE depuis très très longtemps peuvent mettre en place une VAE
et l'éducation nationale du Mexique a mis en place comme pièce à fournir dans le cadre de cette VAE un diplôme DALF C2 pour ensuite obtenir le master 2 de FLE pour ces enseignants. Donc des exemples très, très concrets de ce qui se met en place. Alors, je peux vous donner pour aller encore plus loin et illustrer le profil des candidats. Je vous affiche tout ça pour que ça vous donne une petite idée. Alors, le TCF, c'est toujours plus simple de connaître le projet de vie des candidats parce que l'intitulé, la version du TCF correspond aux besoins réels du candidat. Donc, le candidat qui a besoin de migrer au Québec, au Canada ou de demander la nationalité s'inscrit à la section qui lui correspond. Donc, aujourd'hui, ce sont des chiffres, c'est une moyenne sur les années 2019, 2020 et ce premier semestre 2021. En moyenne, 5% des candidats au TCF souhaitent migrer au Québec, par exemple. 11% demandent la résidence en France. 16% souhaitent migrer au Canada. 20% demandent la nationalité française. Et 48% des inscrits le sont à notre version dite tout public. Et on sait que la plupart des inscrits au tout public souhaitent en fait intégrer une université en France. Donc, c'est un TCF tout public transmis à l'université ou à Campus France. Voilà pour le profil, pour vous donner une petite idée de ce que font les candidats au TCF. Pour le DELF et le DALF, c'est un petit peu plus complexe que cela, puisque, vous le savez, on s'inscrit à un DELF dit tout public ou junior ou prime, donc c'est un peu en fonction de son contexte d'apprentissage et pas du tout en fonction de son projet personnel. Il n'empêche qu'on a conduit une enquête assez récemment et on est en train de finaliser le rapport et je peux vous donner là aujourd'hui un petit peu en avant-première les premiers résultats de ce rapport. Justement une enquête conduite auprès des candidats au DELF-DALF tout public, donc les adultes. Que font les adultes de leur diplôme DELF ou DALF? Alors, d'abord, vous rappelez que 61% des candidats au DELF-DALF sont mineurs. Donc, une majorité de candidats au DELF prime ou au DELF junior scolaire. C'est un bon signe. Hein. Cela prouve que les jeunes sont de mieux en mieux préparés pour leur avenir, puisque les établissements, les ambassades, bref, les différentes institutions ont mis en place, réalisent beaucoup d'efforts pour que les jeunes sortent de leur scolarité avec ce diplôme en main et très rapidement aient accès à l'université française ou à un emploi ou à une université locale, etc. Donc, au-delà de ces 61% de mineurs, nos adultes, alors les adultes 17-18 ans à peu près, notre enquête, vous voyez là les raisons pour lesquelles ils passent les diplômes. C'est d'abord tout pour des raisons scolaires ou académiques, je détaillerai après, puis pour des raisons professionnelles, vous voyez, enfin des démarches administratives, raisons familiales ou personnelles, et puis parfois des objectifs d'expatriation ou autres raisons. Alors, les raisons scolaires, c'est parce que 42% des candidats au DELF-DALF souhaitent s'inscrire dans une école université à l'étranger, ce qui prouve la reconnaissance et l'utilisation des diplômes par le système éducatif et universitaire à l'étranger. 27% passent un DELF parce que c'est obligatoire dans le cursus académique, encore une fois, l'utilisation locale des certifications. Puis 21% pour continuer l'apprentissage dans son école université, par exemple ceux qui terminent le collège et qui débutent le lycée, etc. Les raisons professionnelles, donc 49%, c'est un candidat sur deux qui a coché cette réponse, souhaite améliorer son CV, être plus compétitif, être le meilleur pour avoir le meilleur emploi possible et la meilleure rémunération possible. 29% souhaitent trouver un emploi. Donc, indirectement, cela voudrait-il dire que le DELF facilite l'accès à un emploi? Ce sont les questions que nous nous posons actuellement, en tout cas que nous notons. 9% pour changer de poste, 7% pour obtenir une augmentation de salaire, ce qui n'est pas rien dans le contexte actuel. Et puis des démarches administratives, parce que le DELF-DALF va être aussi reconnu, comme le TCF par exemple, par les préfectures pour demander la nationalité française ou une carte de résident en France. Voilà pour ces profils. J'en viens à ma conclusion avant de répondre à vos questions. Une amélioration continue de la qualité parce que vous vous en doutez. Aujourd'hui, on a des certifications qui sont utilisées et qui sont reconnues pour le bien de tous, à tous les niveaux. Il faut maintenir cela. Donc, ça se travaille et par la qualité et
quand on dit qualité, c'est aussi fiabilité, donc s'assurer que nos certifications évaluent bien ce qu'elles sont censées évaluer. Et donc obtenir les labels et être encore plus reconnus. Donc une qualité qui se travaille, je le disais, je résume différents points. Donc bien évidemment, nous sommes très vigilants à la correction de nos examens et de nos tests. Nous sommes très vigilants à la fiabilité, je le disais. Alors, j'ai noté ici deux projets dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, le nouveau format des épreuves de compréhension du DELF et les nouvelles grilles d'évaluation pour les épreuves de production du DELF et du DALF. C'est une petite ouverture que je fais ici. J'attends vos questions si vous voulez des précisions sur ces dossiers-là. Ce que je peux vous dire, c'est que l'objectif du nouveau format des épreuves de compréhension, c'est toujours d'améliorer la qualité et donc la fiabilité de l'évaluation, donc le travail des correcteurs en France et dans le monde, et des nouvelles grilles d'évaluation aussi pour fournir toujours le résultat le plus précis possible, permettant ensuite l'obtention du diplôme. Et puis, dernier point, une lutte contre les fraudes. Ça, c'est aujourd'hui notre quotidien, bien évidemment. Il faut préserver le système, et là, on a besoin de tout le dispositif pour cela, pour maintenir la reconnaissance. Des outils aussi que nous souhaitons toujours plus performants, et c'est lié au point précédent. Donc, on modernise constamment nos outils, et entre autres, là, dernièrement, nos outils numériques. Les centres TCF auront bientôt accès à une application qui s'appelle Théo+, qui va faciliter l'organisation des sessions, donc avoir un meilleur contrôle de l'organisation, donc un meilleur contrôle de la fraude, peut-être accueillir plus de candidats, donc donner plus d'accès aux tests. Et puis Gaël, qui est une plateforme de gestion pour le DELF-DALF, qui a aussi pour visée de faciliter l'organisation des sessions, le but étant toujours de répondre aux attentes. Les candidats sont à chaque fois plus nombreux à la porte des centres d'examen, donc il faut fluidifier les organisations, trouver des moyens d'accueillir le maximum de candidats possibles dans les meilleures conditions possibles, en garantissant la préservation de la confidentialité, de la fiabilité, etc., etc. Donc nos outils aussi visent tout ça. L'avenir pour nos certifications, deux questions que je nous pose. Garantir les résultats les plus fiables, est-ce que ça va passer par un suivi des corrections un peu différent, donc la dématérialisation des corrections. Alors, bien évidemment, vous vous en doutez, lorsqu'on met en place des questions à choix multiples et uniquement à choix multiples dans les examens, c'est parce qu'à terme, on veut que cette correction soit simplifiée et pourquoi pas avoir de l'aide des ordinateurs. Donc, dématérialiser les corrections pour ensuite utiliser, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais en tout cas réorienter, c'est plus correct, le travail des examinateurs correcteurs vers vraiment les points qui nécessitent plus de concentration et de temps. Nous pensons aux épreuves de production notamment. Et puis répondre aux besoins d'une nouvelle société. Et là, c'est la question, j'imagine, que vous vous posez toutes et tous, vers une certification en ligne, parce que ça a été le débat de l'année 2020 avec la crise sanitaire. Allons-nous demain passer un TCF ou un DELF depuis son canapé? C'est une question très, très complexe. On pourra y revenir s'il y a des questions sur ce sujet. Vers une certification en ligne depuis le canapé, peut-être, mais pas forcément le TCF ni le DELF-DALF. Je n'ai pas beaucoup d'éléments concrets à vous transmettre, si ce n'est qu'aujourd'hui, nous travaillons avec un comité qui a été mis en place. Dans ce comité, il y a le ministère des Affaires étrangères, avec lequel nous réfléchissons pour la construction de ce type de certification qui soit véritablement utile et utilisable par l'ensemble du réseau des centres d'examen qui font partie du réseau culturel français à l'étranger. On travaille aussi avec le ministère de l'Enseignement supérieur en France sur cette question parce qu'ils ont fait des expérimentations, ils ont conduit des expérimentations l'année dernière, donc il y a déjà des résultats, des points d'alerte. Donc on échange avec eux, on fait appel en ce moment aussi à des sociétés qui mettent ça en place pour analyser ce qui peut s'offrir à nous. Pour l'instant, on est dans la phase observation, expérimentation, pour éventuellement répondre à ce besoin qui a émergé en 2020 et dont il ne faut pas taire et dont il faut bien prendre conscience. Voilà, j'ai un petit peu débordé le temps qui m'était alloué. Il reste le test Evalang que je n'ai pas évoqué, mais je vais tout de suite faire appel à Stéphane peut-être pour qu'on lance les questions.
en concluant sur le fait que Evalang est un test qui vient compléter notre offre. Ça n'est pas une certification, c'est un test de positionnement. Et vous vous doutez que parfois, pour mettre en place la certification, il faut bien préparer notre apprenant, et le test Evalang peut être une aide à cela. Donc, c'est quelque chose qui vient en complément de la certification. Voilà. Pardon, j'ai été très vite sur certains points. Stéphane, es-tu là? Stéphane n'est pas là pour l'instant. Il est peut-être en train de nous rejoindre. Vous pourrez revoir le webinaire à la toute fin si vous voulez resuivre. Ce sera automatiquement mis à disposition à la toute fin de ce webinaire. Est-ce que Stéphane est là? Stéphane est parti peut-être. Alors, je peux aller voir les questions. Bon, je vais peut-être aider Stéphane, vu que je pense qu'il a dû peut-être avoir une déconnexion. Merci, Ken. Je t'en prie. On s'entraide entre collègues. Donc, alors, première question, je vais les prendre un peu dans l'ordre. Oulfet qui nous pose la question de comment renouveler, en fait, c'est une question qui est revenue quand même assez souvent, de comment renouveler son attestation d'examinateur-correcteur pendant le confinement. Alors, les procédures sont assez complexes et puis très nombreuses en fonction du cas de figure. Si vous êtes en France, à l'étranger, si vous travaillez dans une structure qui est centre d'examen ou pas. Donc, je ne peux pas ici détailler toutes ces procédures. Vous les retrouvez sur le site internet francéducationinternationale.fr. Pour le renouvellement, si vous êtes dans un centre d'examen, votre chef de centre connaîtra ces procédures et vous proposera le test de renouvellement d'habilitation qui peut se faire assez facilement avec un formateur local. Si vous n'êtes pas rattaché à un centre, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que vous aurez normalement, vous devrez repasser par une formation d'habilitation type première habilitation. Très bien. Stéphane, je te laisse la main, tu es revenu. Oui, excusez-moi, je n'arrivais pas à trouver le bouton pour réactiver mon micro. Oui, c'était exactement la première question que je voulais poser. Il y en a eu plusieurs sur ces renouvellements. Et ensuite, il y a plusieurs types de questions auxquelles je n'ai pas répondu pour laisser tout le monde en bénéficier des réponses. Première de Laura sur les tests d'entraînement du DevDalf. Est-ce qu'ils sont proposés toute l'année? Combien de temps avant est-ce qu'on doit s'y prendre pour les commander? Qui peut en bénéficier? Etc. Merci pour la question. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué. C'est un dispositif qui date d'il y a quelques années, qui est assez récent et important pour nous et pour les candidats. Et les centres en sont plutôt ravis. C'est ce que nous appelons les épreuves d'entraînement au DELF. Donc, les centres d'examen peuvent signer une convention avec nous pour mettre en place ces épreuves d'entraînement. C'est totalement gratuit pour les centres. C'est-à-dire que nous vous remettons, après signature de la convention, on vous envoie des sujets type DELF, qui restent confidentiels, qui sont confidentiels, et puis vous placez en situation d'examen vos candidats. C'est un DELF blanc, en fait, si vous voulez. Vous placez en situation d'examen les futurs candidats au DELF, ils réalisent les épreuves, et le centre reçoit sous 10 jours les résultats aux épreuves. Nous prenons, en charge les envois, retour des documents, et puis surtout, on prend en charge les corrections. Donc pour le centre, c'est assez léger parce que cela consiste uniquement à organiser une passation dans une salle pour les candidats. Encore une fois, il n'y a aucun frais pour le centre, c'est un petit bonus. Et très régulièrement, les centres de langue qui mettent en place les épreuves d'entraînement utilisent cela dans le cadre de leurs ateliers de préparation au DELF-DALF, par exemple, ce qui fait une offre supplémentaire pour le centre de langue. D'accord. Et deuxième question qui intéresse beaucoup de participants, c'est sur les adaptations. En fait, les adaptations, c'est-à-dire outre les adaptations dans le contexte de crise sanitaire, mais surtout sur les prochaines évolutions et notamment sur l'application des nouvelles grilles d'évaluation qui vont arriver prochainement. Enfin, tu vois, oui. Dans un proche avenir. Oui, l'actualité est riche. Alors, elle était déjà riche avant la crise sanitaire. Elle s'en est trouvée bousculée en 2020, notre actualité, et puis elle s'est encore enrichie parce qu'il a fallu répondre à de nouvelles attentes. Donc, je le disais, les grilles d'évaluation vont se mettre en place progressivement à partir de l'année 2022. Donc, les grilles d'évaluation, si vous voulez, l'objectif va être,
je ne peux pas vous révéler encore aujourd'hui vraiment le contenu de ces grilles. Elles sont en cours de finalisation puisqu'il y a eu plusieurs étapes d'expérimentation. D'ailleurs, il y a encore une expérimentation en ce moment sur les niveaux du DALF, d'ailleurs, pour finaliser les grilles DALF. Et j'en profite, et c'est un petit message du Bureau des diplômes, pour remercier l'ensemble des examinateurs correcteurs dans le monde qui prennent le temps de participer à nos expérimentations, puisque c'est du temps qu'ils prennent sur leur temps à eux. C'est une collaboration et on a vraiment besoin d'eux pour améliorer nos outils. Donc, un grand merci aux examinateurs correcteurs. On va finaliser donc bientôt les expérimentations. Et puis, alors juste pour vous donner, si vous voulez, une petite information croustillante, en tout cas un petit aperçu comme ça à l'oral de la nouvelle philosophie des grilles, c'est que jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez visualiser ces grilles, vous avez de nombreux critères et puis des échelles de points très importants avec du 0, 0,5, 1, 1,5, 2, bref, on prend beaucoup de temps à échanger, à harmoniser pour se mettre d'accord parfois pour 0,5 points. Bon, donc aujourd'hui, les efforts des jurys se concentrent beaucoup sur l'attribution des points, ce qui est bien dommageable parce qu'on devrait en fait passer beaucoup plus de temps à échanger sur les compétences du candidat. Donc la nouvelle approche des grilles va remettre au centre, au cœur du travail des jurys, la valorisation des compétences du candidat. On veut que les jurys passent moins de temps à se battre sur l'attribution ou non de 0,5 points. On veut qu'ils se battent sur la reconnaissance des compétences du candidat. Bien, j'ai peut-être une dernière question parce qu'on arrive vers 14h30 sur la plateforme, tout ce qui est disponible sur la plateforme FEI+, question posée par Maria. Il existe un module d'entraînement pour le DELF Prime. Est-ce qu'il en existe un autre pour le DELF Junior scolaire? Et j'en profite pour te laisser répondre sur tout ce qui est disponible en termes de CECR, DELF, etc. sur cette plateforme. Merci pour vos questions, ça permet d'ouvrir sur plein de sujets. Donc notre plateforme de formation à distance qui s'appelle FEI+, nous permet de vous proposer des modules, pour certains totalement ouverts, libres d'accès et gratuits, pour d'autres gratuits également, mais pas forcément libres d'accès à tous. Le module auquel je pense qui est libre d'accès pour tout le monde, c'est un module de révision ou d'appropriation du CECRL. Vous allez sur FEI+, vous cherchez CECRL, DELF-DALF, et vous vous inscrivez, et là, c'est totalement gratuit et ouvert. C'est un petit module que vous réalisez à distance qui vous permet de mieux appréhender le cadre européen, les niveaux du cadre, et donc de faire sens, lien avec les diplômes DELF-DALF. D'autres modules sont également créés, mais là, réservés pour certains publics. Par exemple, le module DELF Prime, qui va permettre aux examinateurs correcteurs déjà habilités de bien se préparer à une session DELF Prime parce que accueillir, évaluer des enfants, ça n'est pas évident. Il faut se préparer en amont. Le matériel est un petit peu différent. Donc, il y a un module qui est fait pour cela. Pour le DELF Junior scolaire, pour l'instant, il n'y a pas de module de prévu parce que le matériel du junior scolaire est largement abordé dans les formations d'habilitation puisqu'il est très semblable au matériel du tout public. Donc, pas de module pour l'instant sur ces déclinaisons. On ne t'entend plus, Stéphane. Je veux bien encore prendre une ou deux questions. Je vais une dernière question, et peut-être parce que plusieurs participants l'ont posée, et notamment Laura, sur la disponibilité du DELF en ligne ou bien du TCF en ligne, que tu as un peu évoqué, mais qui serait bon d'évoquer pour le bénéfice de tous. Alors, il y a plusieurs niveaux dans cette question parce qu'on confond beaucoup de choses. Il ne faut pas confondre un DELF en ligne, donc par exemple sur ordinateur dans un centre d'examen, ce qui existe déjà pour le TCF par exemple, et on sait que le TCF qui se fait sur ordinateur dans le centre agréé facilite l'organisation des sessions, la mise en place, on peut accueillir beaucoup plus de candidats parce qu'on peut étendre les sessions, donc il y a beaucoup de plus-value et beaucoup d'intérêt à mettre en place le TCF sur ordinateur. Donc ça, c'est une façon de faire. Donc, il y a cette question sur le DELF sur ordinateur et à ne pas confondre avec du DELF à domicile, à distance, mais à distance depuis chez soi. Alors, aujourd'hui, le DELF, où il en est DELF, il en est dans une période d'études et d'analyse. C'est très compliqué. Le DELF, je l'ai mentionné, c'est un diplôme d'État régi par des décrets. C'est un diplôme de notre ministère. Ce n'est pas un diplôme de France Éducation Internationale. Donc, le DELF, on ne peut pas en faire ce qu'on veut, vous le comprenez bien. Et puis, encore une fois, il faut garantir de maintenir les labels et toute la reconnaissance du DELF. Donc là, on a des partenaires et des institutions
qui font très attention, et tant mieux, nous aussi, à ce qu'on fait du DELF pour ne pas perdre en fiabilité, en reconnaissance. Donc, le DELF à domicile, pour l'instant, non. Non, parce que tout comme le TCF ne se fait pas depuis son domicile, on ne peut pas garantir toutes les mesures de sécurité dans la mise en place des sessions depuis un domicile. Je ne m'étends pas, mais je pense à la confidentialité, à ces nombreuses fraudes possibles et imaginables. On a vu des exemples, malheureusement, en 2020, d'universités ou d'examens officiels qui ont été conduits depuis les domiciles dans l'urgence de la situation, et ça a été une vraie catastrophe. Et même les candidats eux-mêmes s'en sont plaints au final. Donc, non, pour l'instant, pas de DELF ni de TCF depuis son canapé, depuis le domicile. Le TCF sur ordinateur, pas dans l'immédiat, mais nous sommes dans l'entre-deux. On réfléchit aussi à des situations pour s'adapter au contexte, vous comprenez bien. Il y a, par exemple, une expérimentation en cours pour que l'épreuve de production orale puisse se faire via un écran. Le candidat se trouvant dans sa structure, son établissement, donc c'est avant tout aussi pensé pour les jeunes, puisque vous le voyez, c'est la majorité du public au DELF. Les jeunes sont dans leur établissement scolaire, le jury des examinateurs correcteurs sont, eux, dans leur centre agréé, donc un autre établissement ou une alliance française ou un institut français, et l'entretien se réalise via un écran, ce qui permet de garantir, d'une, le respect des mesures sanitaires, comme ça on continue tous de se protéger avec l'écran. Deux, ça permet aussi de limiter les frais de logistique parce qu'on ne va pas déplacer les candidats, on ne va pas multiplier les surveillants, les salles, etc. Et puis, trois, c'est aussi une mesure dans beaucoup de pays qui a été bien accueillie, en tout cas dans l'expérimentation, parce que ça permet aussi d'assurer la sécurité de tous, puisque dans certains pays, avec les distances ou avec le niveau de sécurité du pays, il est très compliqué de sortir les enfants de leur école pour aller passer un examen. Donc là, c'est un petit peu facilité avec les jurys qui sont présents dans l'établissement via un écran. Voilà ce qui est en train de se mettre en place. Et je le répète, le comité se réunit régulièrement, le comité entre France Éducation Internationale et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, sur cette question des certifications en ligne qui est très, très loin d'être évidente. Merci, je crois qu'on a fait le tour. Tu as répondu au type de questions qui revenaient le plus souvent et j'ai apporté des précisions sur certains points particuliers. Je pense qu'on a fait le tour, qu'on a été complet dans les temps en plus. Merci beaucoup Stéphane. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions et parfois aussi beaucoup de cas par cas individuels. Ce n'est pas évident, mais n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouvez sur le site de francéducationinternationale.fr qui a fait peau neuve il y a très peu de temps, vous trouvez la plupart des informations. On a réorganisé un petit peu le tout et normalement, vous trouvez les réponses à vos questions. Et sinon, il y a un formulaire de contact aussi sur le site. Vous posez votre question via le formulaire de contact, ça tombe dans nos boîtes et on vous répond. On est encore une fois en tant qu'opérateur public au service de tous. Oui, effectivement, merci pour la présentation. Donc, chers collègues, déjà, merci d'avoir fait cette présentation et d'avoir pu enrichir de cette manière ainsi la programmation du BELC. Effectivement, il y a encore beaucoup de questions et puis on aimerait bien déborder, mais on est un petit peu pris par d'autres obligations, donc on ne peut malheureusement pas déborder. Mais comme tu l'as rappelé, Romain, vous avez la possibilité d'aller nous poser des questions sur le site de FEI, vous avez le formulaire de contact et donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter parce qu'en plus il y a quelques questions aussi qui sont un petit peu complexes et auxquelles on ne peut pas forcément répondre simplement et rapidement. Donc voilà. Et bien évidemment, je voudrais aussi remercier tout le monde, tous les participants, parce que ça fait toujours plaisir. Au nom de France Éducation Internationale, très sincèrement, on vous remercie très chaleureusement parce que notre mission, c'est d'organiser des événements de cette nature et c'est toujours un plaisir de les organiser, mais c'est encore plus agréable de recevoir cette gratification en fait directe de par votre présence et votre participation. Donc voilà, un grand merci à vous d'être aussi nombreux, présents et participatifs. Et alors donc, une dernière information quand même pratique, et parce que je sais que certains ont eu des problèmes de technique au niveau du son, au niveau de la vidéo, etc. Mais bien évidemment, on a enregistré ce webinaire, je l'ai indiqué dans le chat aussi. Ce webinaire, comme d'ailleurs la majorité des webinaires que nous organisons, ou alors qui sont organisés par nos partenaires, sont enregistrés et sont rediffusés. Et donc, on va les mettre sur la chaîne YouTube de France Éducation Internationale et on fera, de la même façon que vous avez été contacté par mail
pour ce webinaire-là. Nous enverrons aussi une communication par mail pour que vous puissiez être mis au courant en fait, de la diffusion, de la rediffusion en ligne sur la chaîne YouTube. Donc, de toute façon, alors ça prendra peut-être quelques jours, quelques semaines, parce qu'on est en plein événement et qu'on a aussi beaucoup de choses à faire en parallèle, mais de toute façon, vous serez avertis et je vous encourage d'ores et déjà à aller sur la chaîne YouTube parce qu'il y a déjà quelques enregistrements présents très intéressants. Donc, voilà. Donc, je termine juste. Romain, Stéphane, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, hein, parce que c'est le jeu des fuseaux horaires. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux rendez-vous du Belk. Et puis encore merci. Voilà. À très bientôt. Merci à toutes et à tous. Merci Ken, merci tout le monde. Merci à vous.